Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on a enlevé l'introduction habituelle des qui veut être mon associé, on l'a mis à la fin, on verra si on s'en sert ou pas. Et on va essayer de se mettre dans la peau des investisseurs pour découvrir toi et moi un entrepreneur et voir si on lève le portefeuille ou pas. Avant d'attaquer, comme d'habitude, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission ou alors laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes cette émission, c'est encore ce qui m'aide le mieux. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com, il y a des ressources, mes livres, tu tapes livres, dans l'onglet livres, tu verras mes livres. Dans l'onglet formation, il y a mes formations et dans l'onglet coaching, tu peux réserver une heure de coaching ou une demi-heure d'ailleurs de coaching avec moi sur ton projet immobilier. Donc sans plus de transition, on va attaquer cette émission que finalement je n'ai pas vue, que tu n'as pas non plus vue et on va voir si on investit ou pas dans le projet de cet entrepreneur qui se présente devant nous. Gros look. On a des lookés là. Bonjour. 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 Vous connaissez le point commun entre des années de galère, les stars de l'équipe de France, une coupe de cheveux à 20 €? C'est moi. Je m'appelle Midi, je suis le fondateur Le Barbier de Marseille. Et de ma vie, on pourrait écrire un livre. Bonjour, je suis Alban et j'ai un profil un tout petit peu particulier. J'ai été tour à tour DJ à me produire devant des milliers de personnes, producteur de musique certifié et à la tête des réseaux sociaux de l'Olympique de Marseille. Je me suis associé à Mehdi pour construire et consolider la marque Le Barbier de Marseille. Si nous trouvons devant vous aujourd'hui, c'est pour vous proposer 10% de notre société contre 50 000 €. Bon, alors déjà c'est raisonnable, ça change de tout ce qu'on a pu voir depuis le début de la reprise des qui veut être mon associé. Le profil, enfin l'association de ces deux profils est extrêmement atypique. Un ancien DJ, ancien community manager des réseaux sociaux de l'Olympique de Marseille et le coiffeur barbier, enfin j'ai pas trop bien compris l'un ou l'autre ou les deux de l'Olympique de Marseille, enfin de ce qu'il a sous-entendu parce que c'est pas encore très clair. On va le voir de toute façon. Bref, une personne qui semble avoir soit un salon de coiffure, soit un salon barbier. Et de l'autre côté, une personne qui était plutôt dans la lumière, qui se sont associés pour créer une marque. Autre élément très important avant que l'émission l'attaque. Il y a des années de ça, quand j'ai commencé sur Internet, il y avait un produit qui existait sur le web, qui avait fait un carton aux États-Unis, qui n'avait pas forcément touché la France. C'était The Beer Wave Club, un truc comme ça. Je ne sais pas si je me trompe, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu passer. C'est un gars qui avait fait une vidéo de lancement, qui avait réalisé $1 million la première journée. C'était un truc de fou, c'était sur de la barbe. En voyant ça, la marque et tout, donc c'est une image plutôt noire en fait. C'est vraiment looké quoi. Là, tu vois pas l'image, mais voilà, c'est vraiment une barbe avec un fond noir, etc. Je ne sais pas pourquoi, ça me rappelle cette marque américaine, The Beer Wave Club, un truc comme ça. Bon bref, je ne me rappelle plus. Et le principe, c'était un abonnement pour tes produits de barbe. Et je trouve ça excellentissime. Si jamais ils ont eu la même idée, alors je pense que je peux le dire, il y a une bonne opération devant nos yeux. Comme quoi, tu vois, parfois, il y a un produit qui, au premier abord, ne me ferait rien de particulier, me touche parce que j'ai connaissance du succès marketing qu'a pu avoir une start-up qui s'était lancée, il doit y avoir 7 ou 8 ans, aux États-Unis sur ce thème-là. Alors encore une fois, voilà, toute proportion gardée, il faut voir quelle est leur stratégie. Mais si on est sur quelque chose qui se rapproche de ce système avec un abonnement pour l'entretien de toutes les personnes qui ont une barbe, il y a un marché, un gros marché avec un gros potentiel, d'autant que, alors encore une fois, je suis désolé, je ne me rappelle plus du nom, mais en tout cas, la société dont je te parle aux États-Unis, elle a fait un exit à plusieurs millions de dollars. Ça a cartonné et j'espère que c'est la même chose. Avant tout, monsieur, dame, je voulais vous raconter un petit peu mon histoire. En 2001, quand je suis arrivé en France, je ne parlais même pas le français. J'ai vécu des années de galère. J'ai vécu dans des squats à Marseille. J'ai travaillé 7 sur 7 et pas de vacances. En 2016, j'ai pris le risque et j'ai investi la totalité de l'héritage de mon père et j'ai créé Le Barbier de Marseille. Et entre-temps, j'ai fait une belle rencontre avec une personne qui a changé ma vie, qui m'a amené carrément avec lui en Russie pour la Coupe du Monde, où je me suis occupé des joueurs de foot sur place. La même année, en 2018, j'ai participé à un concours de barbier où j'ai gagné champion de France. Donc j'aime les challenges
Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis face à vous pour un nouveau défi. Tu peux réécouter son histoire plusieurs fois. Elle cristallise déjà la peur que tout le monde peut avoir. J'ai peur de perdre, j'ai peur de me retrouver à la rue, j'ai peur de ne plus avoir d'argent, d'être endetté, de ne pas m'en sortir. Comme il le dit, il est arrivé à Marseille, il ne parlait pas français et il a dormi dans des squats marseillais. Alors bien évidemment, je ne te le souhaite pas, je le souhaite à personne, mais ça illustre parfaitement le fait que même si tu venais à tout perdre, tu trouverais des solutions. Alors certes, c'est peut-être pas les meilleures solutions. Et encore une fois, c'est pas ce que je te souhaite. J'essaye juste d'illustrer que la pire des configurations que tu puisses imaginer, eh bien même là, il y a des solutions et il les a trouvées. Il l'a dit autre chose. J'ai travaillé au début 7 jours sur 7. Pas de vacances. L'effort qu'il a initié pour se sortir de sa condition était colossal. Et ça, je t'ai jamais menti. Moins tu as d'argent pour démarrer, plus l'effort sera conséquent. Autre élément très important, il a eu un petit héritage, il a tout investi dans sa marque. Aucune alternative. Il a mis tout l'argent qu'il avait en espérant trouver la solution. Je pense qu'il l'a trouvé. S'il est là, c'est que ça a fonctionné. Ce qui est hyper aussi intéressant dans son histoire, c'est qu'il évoque une rencontre qui, je suppose, être son associé. On le saura tout à l'heure. Et ça te montre que les rencontres, l'association sont déterminants dans ton cursus. Tu vas devoir t'associer, tu vas rencontrer des gens et le choix que de te mettre en commun avec eux ne fait que t'appartenir. Je ne te juge pas, je te montre le chemin. L'association est le chemin. C'est la voie que tu ne peux pas transgresser. Tu devras t'associer, que tu le veuilles ou non, et c'est bien normal. Parce qu'il y a toujours une personne plus compétente que toi dans un domaine spécifique. Et si tu attends d'avoir la compétence, tout est dans la phrase, tu vas devoir attendre. Et au final, aujourd'hui, il a créé une marque, il va nous la présenter. Le suspense pour moi est à son comble. J'aimerais savoir s'il s'agit d'un abonnement ou s'il s'agit d'autre chose. Je te rappelle qu'il a demandé 50 000 € pour 10% de sa boîte, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ça veut dire que la boîte, elle est évaluée à 500 000 €. Là, pour l'instant, je pense, puisque ça fait des années qu'il travaille, qu'il y a un chiffre d'affaires en face, donc une valorisation. J'ai hâte de voir de quoi il est question. Alors, pourquoi on est là devant vous aujourd'hui? C'est parce que nous avons l'ambition de devenir la référence en matière de coiffeur barbier et de proposer une vraie solution beauté pour l'homme. Face à la crise, nous voulions créer un concept qui réponde à tous les budgets. Nous avons fixé le prix juste de 20 € pour réaliser une coupe de cheveux. C'est un concept facilement duplicable et qui demande très peu de ressources financières. Enfin, comme nous avions des difficultés à trouver des produits qui répondent à nos besoins et à ceux de nos clients, nous avons décidé de créer notre propre gamme cosmétique, cheveux, barbe, naturelle et fabriquée en France. Donc vous l'avez compris, nous sommes au début d'une magnifique aventure et vous pouvez peut-être faire partie de ce projet pour nous aider à aller plus loin. Bon, alors pour l'instant, on est sur une marque de cosmétiques. Je suis un petit peu déçu. Il n'y a rien de particulier à ce stade, à part que on est dans la création. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un chiffre d'affaires. Pourquoi je te dis ça? Je vais quand même t'expliquer. Tu sais qu'à chaque fois que je lance ces émissions, j'ai fait des recherches. Et là encore, j'ai fait des recherches. Et le truc qu'il y a, je suis obligé de te le dire, c'est que mes recherches m'ont conduit à 2 points assez étrange. Le premier, c'est qu'en fait, on a toujours un site de vente en ligne. Je veux te le dire direct parce que je n'ai pas envie qu'on attende. Si je les avais eu en face de moi, c'est le premier truc que j'aurais fait. Donc, on a un site de vente en ligne qui est existant avec des numéros de téléphone et des produits en ligne. Bon, ça, ok, pas de problème. Et de l'autre côté, on a plusieurs sociétés, dont une qui porte le nom du Barbier de Marseille, mais qui n'est pas la société qui exploite le site de vente de produits en ligne. Donc, la société Le Barbier de Marseille est en liquidation. Le Barbier de Marseille, pardon, est en liquidation. Et la société qui vend les produits en ligne, elle, n'est pas en liquidation. Il n'y a aucun chiffre d'affaires affiché. Après, il y a d'autres entités qui apparaissent, mais c'est assez obscur. On a 2 associés, dont Rabat, qui est la personne qui a créé la société, je pense, et qui présente et qui raconte son histoire dans cette émission, que l'on retrouve lorsqu'on fait des recherches sur les différentes sociétés. Je tiens à te dire que toutes les sociétés ne portent pas le même nom, mais qu'à chaque fois, il y a écrit entre parenthèses Le Barbier de Marseille, donc on garde toujours le même nom en changeant le nom de la société. Bon, ok, pas de problème non plus avec ça, je peux entendre et comprendre. Je suis juste un petit peu dubitatif du fait qu'il n'y ait pas
à proprement parler de chiffre d'affaires et que là, quand je les écoute, on est purement et simplement sur une marque de comment on appelle, on est sur une marque de produits cosmétiques pour la barbe, simple. Encore une fois, pas de jugement dans ma tête, simplement comme je m'attendais à une manière de vendre un petit peu particulière, et bien là, voilà, il n'y a rien de spécial, donc j'attends de voir s'il y a quelque chose de particulier qui est apporté par les produits qui sont proposés sur le site. Mais là, pour moi, a priori, en dehors de la liquidation, je ne vois rien de particulier. Je ne m'attends pas à ce qu'il parle de la liquidation lors de cette émission, puisque bien évidemment la liquidation a priori, là encore, excuse-moi je le répète, été prononcée après. Donc j'ai un doute sur le fait qu'il évoque sa situation réelle. Au moment où j'ai fait mon étude sur les différentes sociétés qu'il possède, je suis aussi, je tiens à le préciser, assez surpris de la succession de dates différentes au travers des différentes sociétés. Alors, comment je vais pouvoir te dire ça? J'ai trouvé une société qui a été créée en 2020, une société qui a été créée en 2021, une société qui a été créée en 2024. Je ne me rappelle plus les dates à laquelle ces émissions ont été faites, mais j'essaye de te mettre le doigt sur un élément essentiel, c'est que quand on te propose une affaire, tu vérifies la validité et le fait que les structures existent et qu'elles aient du chiffre et des antécédents. Pour moi, malgré que l'idée va être peut-être bonne, le fait que j'ai trouvé ces éléments pendant le pitch, puisque j'ai fait réellement comme je ferais si c'était en face de moi, ben je te le dis déjà, à ce stade, j'ai pas trop envie d'investir. Alors bien sûr, encore une fois, c'est important que je le précise, peut-être que pendant l'émission, ce n'était absolument pas comme ça. Peut-être que j'ai une mauvaise lecture des éléments que j'ai sous les yeux, mais en tout cas, j'ai un gros doute sur la société et l'investissement en question. Ça se comprend. Je suis fier, messieurs, dames, de vous présenter les 5 étapes de la méthode Le Barbier de Marseille. J'ai réussi à créer une méthode pour faire une coupe de cheveux parfaite, avec 5 étapes. Et on a parlé de 5. La 5e. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, c'est parler pour analyser. Salut l'équipe. Salut. Bonjour tout le monde, ça va? Alors avoir Adil Rami, champion du monde 2018 en égérie pour la marque Le Barbier de Marseille, pour nous c'est une énorme chance et on s'en rend compte tous les jours. Mais c'est important de parler de son projet pour moi parce que je suis client. Je suis un client et j'aime la moustache, la barbe, donc je sais exactement de quoi je parle et ce dont on a besoin. On est ensemble depuis le début et je suis content de le voir ici avec vous. Eh ben, c'est la personne en fait que j'ai parlé tout à l'heure, elle a changé ma vie. Ah, c'est ça. Ouais. C'est lui, ouais. Donc, j'explique un petit peu les étapes de la coupe de cheveux. Donc là, c'est étape 1, c'est séparation. Donc ça, c'est le client quand il arrive. Donc étape 2, comme vous le voyez, donc on appelle ça le triangle. Donc on le voit là, le triangle. Vous le voyez. Étape 3, c'est le milieu. On le voit là, donc c'est le milieu. C'est en fait entre le triangle et les extrémités. Là, donc, c'est les extrémités. C'est là, c'est à 3 mm. Et là, du coup, c'est la fin, c'est le plateau. On appelle ça le plateau. Vous le voyez là, c'est en fait en doré, c'est le plateau. Donc voilà, messieurs, dames. Thomas, donc, il va rester avec nous. Thomas, c'est notre directeur financier. Et puis Adil, si tu as envie de rester avec nous. Moi je suis bien là, moi j'aime bien, Ouais. j'ai content de vous voir. Je connais un petit peu. Merci au modèle en tout cas. Merci à vous. les gars, merci. Adil était déjà venu dans mon équipe à l'époque au bureau quand ils avaient gagné la Coupe du Monde et j'ai une personne de mon équipe qui avait fait un pari avec lui qui lui a dit si vous gagnez je me tatoue la coupe sur les fesses et il s'était tatoué la coupe sur les fesses. Faut pas parier avec moi, c'est très très important. Alors Mehdi, on comprend bien effectivement donc le côté passionné par rapport à ton métier, mais c'est quoi votre recherche? Parce qu'on a bien compris que l'argent, mais vous voulez faire quoi de cet argent? C'est quoi votre projet? C'est quoi l'ambition? Réaliser mes rêves. J'ai tout gagné. Non mais, excusez-moi, hein. Les 50 000 €, ils vont servir à quoi? On ouvre un autre shop, Non, on se développe en France. Les 50 000 €, ils vont servir à quoi concrètement? Alors 50 000 €, nous l'idée c'est déjà d'aller lever de la dette auprès d'une banque 100 000 €, de pouvoir constituer justement 150 000 € et ensuite on va aller le ventiler sur plusieurs besoins. Donc déjà d'aller sécuriser un stock
de 200 000 produits qui nous permettraient justement de pouvoir commencer à vendre et d'accélérer sur Internet. Et puis de se renforcer aussi sur le développement de notre groupe de l'essentiel, qui pour nous, encore une fois, c'est le concept duplicable, facilement duplicable, et qui nous permet de proposer une coupe de cheveux à 20 € aujourd'hui. Mais donc, tu veux développer plus de salons dans toute la France? Oui, l'ambition est là. Bon, bah, ils ont fait exactement tout ce qu'il fallait pas faire. Ne fais jamais ça. Alors, quel est le premier et principal problème? On emmène avec soi une tête d'affiche qui arrive, un footballeur qui plus est, qui a gagné une Coupe du Monde, etc., qui connaît un des membres du jury. Tout est nickel, on est dedans, la marque elle a une identité, franchement les boîtes sont belles, etc. Et au final, la réaction, tu l'as vu, c'est-à-dire que on est tous pendus à ses lèvres, mais on ne sait pas où on va en fait. Et au point que notre basketteur national Tony Parker a dû clairement et frontalement dire « Ok, mais vous voulez faire quoi avec ces 50 000 €? Et là, la réponse de la mort que tu ne dois jamais dire. Alors avec 50 000 €, on va aller chercher 100 000 € à la banque pour avoir 150 000 €. Bah demande 150 000 € en fait, qu'est-ce que tu nous emmerdes? C'est bidon ton truc. Pourquoi je m'embête à t'en donner 50 pour avoir 150 avec une banque? Je veux dire, il y a des mecs ici qui viennent qui demandent des millions. Toi, tu me demandes 50 alors que tu as besoin de 150. What the fuck? Et après, la réponse de « Bon, ok, vous allez en faire quoi ?» Ben nous, on a un concept qui nous permet de sécuriser à 20 €. Mais ça ne veut rien dire. En fait, le prix, quand on est entrepreneur, on s'en fout. La question, c'est comment on fait pour vendre à 100 €. Tu comprends ce que je veux dire? Et tant bien même, j'exagère un peu quand je te dis 100 €. L'idée, c'est de te montrer que tu pourrais chercher à vendre du luxe en barbe. Ce n'est pas la question. La question, c'est tu veux faire une franchise? Bon, ben, fais-moi rêver. Dis-moi que avec un système bien pensé, chaque franchise qu'on va ouvrir coûtera moins cher que la précédente. Un peu comme Starbucks, tu vois. Le truc que quand tu l'imagines, ça paraît impossible. Et pourtant, ça existe. Donc, tu vois, il n'y a pas de business model attirant. Il n'y a pas de concept attirant. En fait, c'est une marque de quelqu'un qui a un salon de coiffure, qui veut créer une marque. Mais en fait, tu n'as pas besoin de lever des fonds pour faire ça. Tu n'as pas besoin de moi. Ou alors, ça marche à tel point que là, tu as besoin de quelqu'un parce que ça marche trop et que tu n'arrives pas à gérer. À la limite, dis ça. Mais ne viens pas là pour essayer de lever des fonds sur quelque chose qui n'a rien de particulier. C'est très problématique. Et ça te montre que l'entrepreneuriat, c'est un art. La plupart des gens sous-entendent qu'on devient riche par héritage et que les fils de grands entrepreneurs sont riches parce que leur père était entrepreneur ou leur mère. Mais là, tu vois bien que ce n'est pas le cas. Parce que n'est pas entrepreneur qui veut. Il y a quand même des codes à respecter, des règles à respecter. Et là, on n'y est pas du tout. Là, on est en dehors des clous complets. Donc vraiment, je t'invite à réfléchir à ton entreprise et à essayer de te demander s'il n'y a pas un concept, il n'y a pas quelque chose que tu pourrais faire qui soit différent et qui ait un attrait pour des personnes extérieures. C'est super d'avoir un salon de coiffure et d'avoir l'idée de faire une marque, mais ce n'est pas suffisant. Il manque des choses. Je suis certain que les autres vont te le dire. Alors moi, je te le dis direct, c'est bon, le soufflet est retombé. J'étais content de commencer cette émission en n'ayant pas vu le contenu. L'histoire du gars avait l'air géniale, c'était trop bien parti. Et là, ben, je t'avoue que la déception est d'autant plus grande que je n'ai absolument pas envie d'investir. Je ne vois pas l'intérêt, à part que le design, comme je t'ai dit, est pas mal. Mais bon, franchement, tout le monde pourrait le faire. La problématique ici, pour moi, ça serait vraiment de créer un concept différent. Mais a priori, ils ne l'ont pas saisi. Combien de salons? Ça coûte combien de faire un salon? Tu vois, il faut qu'on ait un peu de chiffres, là, un peu de matière maintenant. Tout à fait. Donc pour répondre à votre question, Jean-Pierre, un salon sur l'essentiel, ça coûte environ 40-50 000 €. C'est comme ça qu'on a créé le premier. Si on a 2 salariés, on fait environ 300 000 € de chiffre d'affaires par an. Du coup, en à peu près 2 ans, on a rentabilisé entièrement le salon, puisque vous savez que la rentabilité d'un salon de coiffure est d'environ 10-20%. Ok. Adil, pendant que tu es avec nous, est-ce que je peux te demander qu'est-ce qui t'a séduit chez Mehdi? Comment vous vous êtes rencontrés? Je sais que tu es un mec avec un grand cœur et que tu comptes pas ton temps. Quand tu peux aider, tu le fais. Moi, j'en ai été témoin. Mais qu'est-ce qui t'a séduit et comment ça s'est passé au début, tous les deux? Alors, on s'est écrit sur Instagram. J'avais besoin d'aller voir un barbier parce qu'on passe à la télé, on va être toujours mignon. Et il m'a vu, il m'a regardé. Ça a pris 2 minutes. Il a été physionomiste et j'ai vu direct. Je lui ai dit, vas-y, je te fais confiance. Quand je suis sorti de chez Mehdi, c'était fini pour moi. Je crois que je venais 1 fois par semaine. C'est quand même énorme hein, d'aller chez le barbier 1 fois par semaine. Et ensuite, ça s'est enchaîné. Puis il l'a emmené avec moi en Russie pendant la Coupe du Monde. Il a fait les joueurs de l'équipe de France. C'était clair, nickel. Barbier, je trouve que c'est un métier d'artiste. Il faut avoir l'œil, il
faut connaître, il faut être visagiste. Moi, aujourd'hui, je suis déçu parce que quand je vais dans un barbier, on me fait mon dégradé. Sur le moment, je vois pas très bien, mais quand je suis chez moi, je vois un vrai trait, je vois un truc, je suis dégoûté. Mais justement, est-ce que ce business ne dépend pas que de lui, quoi? Parce que moi aussi, j'ai mon barbier, je le vois une fois par semaine. Mais pour faire un business et dire on va en faire dans toute la France, ça dépend de son talent. Donc comment tu peux dupliquer ce business et dire ok, j'ai une méthode, mais est-ce qu'elle est facile à apprendre? Ta méthode, je m'en rends pas compte, quoi. Je suis expert en coupe de cheveux, mais je suis plus expert en formation. Oui. Je suis connu en France dans les écoles pour ça. Justement, tu travailles avec quelle école? En fait, je fais des prestations un peu partout. C'est des écoles, c'est plusieurs. Combien de stagiaires vous avez formés, s'il vous plaît? Combien? Beaucoup, je peux pas donner de chiffres. C'est vraiment beaucoup, hein. Si je me permets d'insister, c'est que moi, c'est ma spécialité, le capillaire. Je sais pas si vous êtes au courant. Oui, et j'adore, j'aime bien. Merci le packaging, beaucoup. les couleurs et tout. Secret Loli, c'est une marque de cosmétiques. Avoir une marque de cosmétiques et avoir une technique de coupe, ce sont deux business différents avec deux business models différents. Donc c'est pour ça que je voudrais savoir combien de personnes vous pouvez arriver à former. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, développer une marque de cosmétiques, c'est pas pour aller la vendre dans 5, 7, 10, 20 salons. D'accord? Et ça encore, c'est un autre modèle économique. Et ça tourne autour des produits, de vos coûts de production. Il faut avoir du stock, d'accord? Mais il faut pas que, il faut avoir une force commerciale, il faut les former eux aussi à vendre vos produits. Donc c'est pour ça que je voudrais qu'on rentre quand même en détail un peu plus. Premièrement, sur la gamme cosmétique, c'est là où vous allez pouvoir effectivement faire du chiffre. Clairement, c'est là où il y a de la marge, parce que c'est pas sur une coupe à 20 € que vous allez faire de la marge. Mais il y a un moment, peut-être, que vous allez devoir faire des choix. Ce débit que tu nous as mis, là? Oh, ça me mal à la tête. Je suis désolée. On va libérer peut-être Adil, parce que là, ça devient vraiment technique. Là, ça va devenir technique. Mais je vais venir m'asseoir un jour avec vous, là, parce que c'est pas mal, ce concept. C'est bien. Ciao, Adil, merci beaucoup. Ça m'a fait un plaisir de vous rencontrer. Hein. Merci, ciao, ciao. Merci, Adil, merci. Beau gosse, hein, pour la marque, parfait. Ah ouais, franchement. Merci. Donc il est certain, et on le voit bien, que le fait d'être capable de fédérer autour de soi des gens qui ont une image de marque, qui sont connus, ça va peser dans la balance. Par contre, comme on vient de voir, en définitive, c'est pas si simple. Et elle a bien fait de recadrer tout de suite en voulant avoir des chiffres. Il ne suffit pas d'arriver et de dire « Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup », ça ne veut rien dire beaucoup. C'est tout et rien, on ne sait pas de quoi il parle. Et le problème, c'est que derrière, en fonction de ce sur quoi il s'oriente, comme elle l'a très justement dit, ce n'est pas la même manière et de travailler, et de se développer, et de réfléchir, et de stocker. Enfin bref, on ne peut pas tout mélanger. Et là, en fait, on a des personnes qui se présentent à nous pour une partie salon, pour une partie cosmétique. Déjà, c'est mal engagé. Alors moi, tout à l'heure, je t'ai donné ma position. Mais ça oblige aux investisseurs à faire un choix. Ici, tu as un très clair conseil que tu peux retirer pour toi-même, même si demain, tu as un business à plusieurs étages. Parce que c'est un business à plusieurs étages. Il a un salon de coiffure et il a une marque de cosmétiques. Présente-toi que pour un seul des deux éléments et pas pour les deux. Parce que si tu te présentes pour les deux, tu peux induire en erreur les investisseurs qui veulent mettre de l'argent et perdre un investissement que tu aurais levé si tu t'étais concentré sur un seul des points. Ce qui est extrêmement dommage. On va voir ce qu'ils vont dire. De mon point de vue, le fait qu'il y ait Adil, ça va jouer en sa faveur. Il peut peut-être avoir de l'argent, en tout cas pas le mien. Si j'avais pu en mettre, j'en aurais même pas mis, tu vois. Mais par contre, quoi que, sur ces montants-là, je pourrais y aller, tu vois. Mais j'irai pas parce que, voilà, c'est pas le profil dans lequel je poserais de l'argent si j'avais de l'argent à poser quelque part. Par contre, c'est certain que 50 000 €, étant donné que ce n'est pas grand-chose, on peut éventuellement faire confiance. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, si on fait des recherches immédiatement sur les réseaux, les résultats qu'on trouve, si à l'époque il y avait déjà eu une liquidation, c'est malheureux, mais ça ne renvoie pas une bonne image. Ça aussi, laisse-moi te donner un conseil. Imaginons que tu aies créé une boîte et que tu aies eu une liquidation. Il ne faut pas avoir de honte à dire que tu as pris un associé parce que tu as eu une liquidation et que tu t'es relancé. Ça n'est pas grave, mais il faut l'expliquer direct plutôt que un des investisseurs tombe sur l'information sur Internet, parce qu'aujourd'hui on ne peut rien cacher, et qui, sans ne rien te dire, refuse d'investir parce que tu as choisi de ne pas en parler. Je le précise parce que c'est une grosse connerie, ça aussi, qui peut être facilement évité et qui vaut le coup d'être tout de suite amené sur la table pour éviter une déduction malencontreuse, surtout que s'il y a une explication cohérente, ça peut passer complètement. On écoute la suite.
Mais vous voulez créer un écosystème plus qu'une marque de cosmétiques, non, j'ai l'impression. Exactement. Mais quelle est la ligne principale? Votre mission principale, si vous deviez la définir, ce serait quoi? La mission principale, alors corrige-moi si je me trompe, mais pour moi, en fait, c'est vraiment de proposer cette solution beauté pour l'homme et donc du coup d'avoir un salon qui puisse avoir une... Là, tu bégayes, tu sais pas où t'en es. Comment tu gagnes de l'argent? Est-ce que tu fais des coupes de cheveux? Est-ce que tu vends des produits? Ton objectif principal? Moi, c'est d'avoir 200 salons, l'essentiel par le Barbier de Marseille. Voilà, c'est ça, c'est mon rêve. Ok, donc tu veux des salons. Et je veux aussi développer les produits, parce que je sais ce qu'il faut pour un homme. Et donc, comment vous avez développé la gamme? La gamme, c'est une marque blanche? C'est une marque blanche pour commencer. Les 200 salons, il y en a combien à vous, combien en franchise? Après, je commence par un groupe, et après, si ça part en franchise, c'est très bien. Non, mais dans les 200, pourquoi pas? Dans les 200, il faut en financer combien? Nous, on s'est dit qu'on avait 5 salons à horizon 2025. Ah, d'accord. Donc, on parle d'un truc qui passe de 1 à 5 salons d'ici 2 ans. Oui. On a un peu tout lancé là ces derniers temps. On est en phase de structuration et on a besoin d'un dynamiteur. Je pense que vraiment, si on pouvait prendre une image... Je dirais plutôt un structurateur. Je pense que c'est déjà bien dynamité. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il vaut mieux que vous preniez un regroupeur et un c'est ça. compresseur. Parce que là, le puzzle, il est sur la table. C'est quoi votre bilan? Vous gagnez de l'argent? C'est quoi? Vous en êtes où là? C'est rentable, on fait entre 10 et 20% de renta. Donc sur quel chiffre d'affaires? Pardon? Sur quel chiffre d'affaires? En ce moment, on fait 300 000 euros de chiffre d'affaires, un peu plus, 300-350. Par an? Ouais, tout à fait. La méthode aujourd'hui, elle nous permet d'avoir un résultat en 15 minutes. C'est-à-dire en termes de volume, sur une journée, je vous laisse faire le calcul. En termes de rentabilité, on est vraiment sur quelque chose d'assez impressionnant. 15 minutes, donc un coiffeur, s'il bosse 1 heure, il fait 4 coupes si c'est plein, c'est ça? Donc vous faites 80 € à l'heure de coiffeur, qui est payé combien de l'heure? Bonne question. C'est la base de votre modèle, non? Je l'ai pas en tête, ouais. Ça devrait. Vous manquez de structure, les mecs. Vous devez être parfait sur les chiffres. Ouais. Vous pouvez pas vous louper comme vous êtes en train de le faire. Déjà, le premier salon, ça doit être réglé au millimètre. Hey. Parce que si le vôtre, il est déjà en diagonale, quand vous allez le dupliquer à 3 niveaux au-dessus, il va partir dans les bois, votre salon. Donc, vous devez être au carré, mais en béton sur votre modèle. La rentabilité, c'est pas entre 10 et 20. C'est 12,7 ou 12,79. Vous êtes la maison mère. Vous êtes la maison mère, vous êtes le maître étalon. Si le maître il est faux à 30 cm près, la baraque, elle peut pas être droite. Tu vois, en fait, tout à l'heure, vous aviez des t-shirts étape 1, 2, 3, 4. Là, pour l'instant, on est à l'étage -1, quoi. Tu vois, il va falloir monter un peu le niveau de jeu. C'est-à-dire qu'on sent que vous êtes au début du projet, en fait. Oui. Vous n'avez pas encore vraiment tout structuré. Donc, c'est un peu tôt. Moi, je m'attendais, en fait, de trouver, en fait, quelqu'un parmi vous, parce que 50 000 €, moi, je parle pas chiffres, hein, je me dis, en fait, c'est rien. Aujourd'hui, je peux aller à la banque, en fait, et... C'est pas une question d'argent. C'est qui va... C'est une question que, regarde, là, autour de la table, il y a des gens qui gèrent des millions, d'accord? Donc, leur temps, une journée, d'accord, c'est plus que 50 000 € d'investissement. Parce qu'ils vont ouvrir leur carnet d'adresses, parce qu'ils vont se porter garant pour toi, d'accord? Donc, ils ont besoin que derrière, tout soit carré. Et on doit pouvoir aider facilement et efficacement pour que tu puisses avoir ce coup de dynamite. Mais si ce coup de dynamite, eh ben, en fait, derrière, on va y passer jour et nuit, pour 50 000 €, ça vaut pas le coup. Moi, le projet, c'est pas qu'il m'intéresse pas. Le concept est bon, mais c'est pas structuré. Donc là, moi, je suis en train de réfléchir. Alors, je sais que c'est pas habituel, mais je suis en train de réfléchir à comment je peux vous aider. Est-ce que je mets les 50K ou est-ce que je passe en off derrière? Je te donne une liste, je te fais des intros par mail. Parce que 50K, c'est bien, mais tu as besoin de temps et d'accompagnement. Là, c'est la réflexion que j'ai tu peux prendre une pause à l'intérieur avec moi-même. Donc, si on m'accorde une pause, ça m'arrangerait bien. Vas-y, prends une pause, Kelly. Moi, je vais y aller. Bon, avant qu'il parle, Tony Parker, je pense que voilà, tu as compris où on allait. Moi, je pense qu'ils vont peut-être avoir, comme elle a dit, un accompagnement de quelqu'un qui est du métier pour les structurer. Ce qui est hyper intéressant, c'est que là, tu es confronté finalement à la réalité de l'argent par rapport aux gens, par rapport à beaucoup de monde et par rapport au fait que beaucoup de gens croient, comme lui, bon ben voilà, je vais demander 50 000 €, ma valo ça va être 500 000 €, je fais 300 000, mais comme j'ai un bon projet sympa, ça va passer, je ne demande pas grand-chose et ça va aller. C'est de l'à peu près vite fait. Et le souci, c'est qu'en fait, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et je vais faire une extension à ce qu'on est en train d'écouter
à des projets immobiliers parce que c'est mon sujet et au fond c'est ce dont je parle, mais ce que tu vois là, c'est ce que tu fais toi et ce que font la plupart des gens qui viennent me voir et qui me disent « Nicolas, j'arrive pas à avoir mon crédit à la banque ». Mais pour les mêmes raisons que lui en fait. « Oh mais ça ira, oh mais ça ira, oh ben ça, il me le demandera pas ». Parce que je sais que parmi vous, il y en a qui raisonnent comme ça sur les dossiers bancaires. Et après, vous êtes surpris que le banquier ne vous prête pas de l'argent. Mais en fait, il n'y a pas de hasard. Il y a un moment dans la vie où, comme l'a dit Marc Simoncini, tu ne peux pas dire entre 10 et 20% de rentabilité. Je fais 11,38. Mais j'ai arrondi à 40 parce que pour 0,2, je trouvais que c'était discutable. Tu comprends? Ça doit être précis. Parce que comme il l'a dit, tu veux faire une franchise, la maison mère, c'est le métronome. Et si le métronome ne donne pas le tempo, la musique, elle est foirée jusqu'à la fin. Ça ne sera pas un tube. Ça sera dans la corbeille et tout le monde l'aura oublié une fois qu'elle sera passée. C'est le fond du problème en fait. Tout ce que tu fais dans la vie doit être tellement poussé à l'extrême, à un point que la plupart des gens n'ont même pas conscience de ça, parce que c'est tellement plus facile de se dire que on a eu ceci par héritage, on a eu ceci par facilité, que en fait ça n'est pas possible. En fait, tout est possible dans la mesure où tu te donnes les moyens. Et se donner les moyens, ça veut dire que tu vas rehausser ton niveau d'exigence à un niveau qui est tel que le résultat que tu escomptais, eh bien, il sera largement dépassé par le produit que tu auras fourni et par les résultats que tu auras obtenus. Donc moi, après, je ne vais pas redire ce qu'ils ont dit. De toute façon, ça prenait ce chemin-là et je suis assez content finalement que ça bascule comme ça parce que moi, j'en profite surtout pour te dire que tu ne dois pas faire que travailler. Tu dois aussi être obsessionnel sur certains sujets en fait. Et quand je dis obsessionnel, ça veut dire que tu dois aller chercher dans le moindre détail. Dans le moindre détail. Oui, c'est pas agréable. Oui, ça n'est pas ce que tu as envie d'entendre. Oui, c'est pas comme ça qu'on envisage les choses. Oui, il y a énormément de situations dans la vie qui sont inconfortables et où au final, on doit faire des efforts supplémentaires pour atteindre le résultat que l'on convoite. Mais encore une fois, l'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils croient que c'est inaccessible. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, si tant est qu'ils se lancent dans l'aventure, ils vont abandonner à quelques mètres de la ligne d'arrivée, ce qui est une erreur monumentale. Et enfin, c'est sûrement la pire des configurations pour moi, la pire des erreurs, c'est de ne pas intégrer le fait que tu vas faire des erreurs. Moi, j'ai une règle que j'applique toujours à moi-même. Je ne réussis jamais rien du premier coup. Et je me suis toujours répété ça dans ma tête depuis toujours. J'ai constaté dans mon cas que je réussissais à peu près à la hauteur de mes attentes les choses à partir du 3e coup. Et j'attends souvent à partir du 4e ou du 5e pour être à peu près à un niveau qui me semble correspondre à mes attentes de départ. Donc ça veut dire que je fais un truc une fois, je me plante. Je fais un truc 2 fois, je me plante. Je fais un truc 3 fois, je réussis mais je suis insatisfait. En général, je le fais 4 ou 5 fois pour atteindre le niveau escompté. Donc tu imagines le travail. Et si tu savais derrière parfois la répétition qu'il va y avoir sur certains sujets, il y a des trucs parfois que je vais faire, refaire, comme ces émissions. Il y a des émissions que j'ai refait des dizaines de fois. Toi, tu les as écoutées une fois. Ça a été transparent pour toi. Tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Et moi, derrière, c'est un boulot de dingue. Et ça, en fait, c'est jamais mesuré à sa juste hauteur. Et là, tu te rends compte pour la première fois que quand tu n'es pas au niveau, tu n'es pas au niveau. Tu as beau demander 50 000 balles, comme elle a dit, c'est rien. Tu ne les auras pas. Parce que juste, tu ne t'es pas suffisamment préparé. Et c'est dommage, parce qu'encore une fois, comme je t'ai dit, quand ils sont arrivés, il y avait quelque chose. Mais ils ont tout foiré et ce n'est pas la faute de je ne sais quoi ou de je ne sais qui, c'est leur faute à eux. Et ça aussi, il faut être capable de se le dire. C'est de ma faute, je vais recommencer jusqu'à ce que je réussisse. Et quand j'aurai réussi, je recommencerai encore pour être meilleur. Et c'est dingue parce que quand il raconte son histoire, je pensais qu'il l'avait en lui et comme quoi, il y a des trucs qu'on n'apprend pas. Franchement, j'aime bien votre vibe. Vous êtes bonne vibes. T'as un personnage quand même. Le chapeau, tout ça, t'as le style. Mais franchement, je vais pas vous suivre. Parce que moi, pour moi, c'est trop tôt. Il faudrait revenir plus tard quand vous êtes carré, quoi. Yes. Ça va un peu trop dans tous les sens. Tu sais, quand tu fais un pitch, pour moi, t'as 10-15 minutes. Il faut être précis. Il faut dire les chiffres. Et tu peux pas te tromper. Tu peux pas dire à peu près où j'ai pas le chiffre là. Parce que ça, c'est votre job. Lui, c'est l'artiste. Lui, c'est la star. Lui, il faut le protéger. C'est à vous de faire tout le boulot et de faire le sale boulot. Donc pour ça, je vais passer. Mais je trouve que le concept est bon et vous avez la bonne star. Maintenant, il faut l'aider. Ouais.
Bon, ben c'était téléphoné, c'est intéressant, tu vois, il s'est associé avec 2 personnes et on est en train de lui dire c'est pas les bonnes personnes, ils sont pas au niveau. Point hyper important, il dit il faudrait revenir après. Bon, le après, je te l'ai malheureusement donné. En fait, il n'y aura pas de après puisque malheureusement, en tout cas de ce que j'ai vu, il y a une société en liquidation, il y a une société qui est toujours en activité. Maintenant, on va voir les conseils qui vont lui être donnés. Moi, en tout cas, ce que j'ai à te dire, c'est que tu dois être précis. Et malheureusement, lorsqu'il est question de tes investissements et de ton business, il n'y a personne qui fera le taf à ta place, surtout au début. Travaille tes chiffres avec précision, avec amour. Fais en sorte que, et oui, j'ai employé le terme amour pour parler d'argent, hein, je sais c'est bizarre, mais c'est ce que je pense. Fais en sorte qu'il ne manque rien, mais quand je dis rien, c'est rien. Le moindre détail compte, et même quand il y a un problème, comme je l'ai noté tout à l'heure, le fait qu'il y a une de leurs sociétés qui est en liquidation, c'est pas grave, tu en parles dès le départ. Comme il a dit Tony, tu arrives, tu donnes tous tes chiffres, tu as 15 minutes pour plaire, et ça c'est une réalité, ça va très vite en fait. La vibes, comme ils disent, le feeling, on l'a rapidement ou on l'a pas. On sait tout de suite si on est face à quelqu'un avec qui on va travailler ou avec qui on ne va pas travailler. Donc tu as très peu de temps pour séduire, mais tu as tout le temps pour préparer la séduction, et ça, tu dois le comprendre. Je ne vais pas redire ce qui a été dit, hein, c'est super vibes, bon, mais ce que je pense, c'est comme toutes les belles histoires, elles doivent démarrer au bon moment. Donc, vous êtes mis dans une mauvaise situation en vous présentant devant nous un peu trop tôt, c'est mon sentiment. Donc, pour cette raison-là, évidemment, je ne vais pas aller bosser pour vous et je ne vais pas pouvoir vous accompagner. Mehdi, ton histoire, elle est très touchante. Et je trouve que tu as un bel exemple, tu vois, de la méritocratie. Tu montres par ton travail, ta détermination que c'est possible d'y arriver. Donc on doit te féliciter et mettre ça en avant. Donc bravo pour ce que tu as fait. Merci. Par contre, les 2 autres, aujourd'hui, je suis obligé de vous allumer. Oh là là. Votre préparation, elle est catastrophique. On comprenait rien à ce que vous disiez. Vos chiffres, ils n'étaient pas carrés. C'est pas normal. C'est du gâchis parce que je pense que vous pouvez faire quelque chose de cool. La marque, elle est belle, le logo est beau, il y a un truc de fou à faire. Mais vous avez gâché un moment qui aurait pu changer votre vie. Il y en aura d'autres, mais celui-là, vous l'avez gâché. Je ne vais pas vous accompagner, mais je crois en vous et j'ai vraiment envie de vous envoyer un message d'espoir, tous les 3, parce que vous faites une belle équipe, mais vous devez apprendre de cet épisode et repartir de plus belle très rapidement. Ok, très clair. Merci Anthony. Moi, je vais enchaîner, parce que là, c'est un peu facile. On dit les 2 autres auraient dû bosser, et Mehdi, etc. Moi, je vais te parler à toi, Mehdi. Je trouve que tu arrivais un peu les mains dans les poches, et tu pensais que juste en souriant avec ton chapeau, ça allait passer, tu vois. Et je pense qu'il faut maintenant que tu montes un peu le niveau de jeu, comme dirait Adil Rami, tu vois. C'est-à-dire que c'est parce que t'es pote avec Rami, et parce que t'es un mec sympa, que tu vas pouvoir développer un business, tu vois. Il faut que tu portes aussi un peu de cette ambition avec des chiffres et des éléments qui soient un peu plus probants que de dire ça fait 28 ans que je fais des coupes. Des coiffeurs en France qui coupent des cheveux depuis 28 ans, il y en a pléthore. Et ils n'ont pas tous pour ambition de créer une franchise et de monter effectivement donc des produits. Donc si tu veux monter un business, eh ben, tu vas devoir aller au cœur des sujets. Et donc le cœur du sujet, c'est par exemple, on dit 20 €. Ben, c'est facile, moi je voudrais faire des coupes à 2 €. Est-ce que 20 €, c'est le prix d'une coupe? Est-ce qu'à 20 € on fait assez de marge? Est-ce qu'à 20 € on peut rémunérer un coiffeur? Est-ce qu'à 20 € on paye un loyer? Moi j'en sais rien, et après vous avoir interrogé, j'en sais pas plus. Hein. Donc Mehdi, je trouve que tu es venu trop tôt, que c'est toi le fautif, parce que c'est toi le chef, c'est toi qui es au cœur du projet, et c'est à toi maintenant, si tu veux aller plus loin, de te remettre en question. Voilà mon propos, et c'est la raison pour laquelle je n'irai pas dans l'immédiat dans votre trio pour faire le 4e, parce que je considère que déjà le premier n'a pas rempli sa mission. Ouais. Quand tu es arrivé ici, moi, à l'âge de 26 ans, je parlais même pas le français. Hein, donc, mais t'es un très bon mec, t'as fait un parcours exceptionnel. Je dis pas le contraire, je dis juste que pour devenir entrepreneur, développer une gamme comme a fait effectivement donc Kelly, etc., ouais. c'est d'autres ressorts, c'est d'autres leviers que d'aller effectivement claquer la bise à Adil Rami. Et si t'es légitime pour faire ça, il faut que tu t'en donnes les moyens. Voilà ce que je pense, et c'est ça mon message pour toi. Les différents échanges sont très intéressants parce que, est-ce que tu as remarqué les différences de perspective entre Anthony qui s'en prend aux sbires et Jean-Pierre qui s'en prend au chef? Je trouve que là, on a vraiment un sujet qui mérite une réflexion à lui seul. Ah, selon toi, qui est responsable? Est-ce que c'est Jean-Pierre qui a raison en engueulant le chef de file? Est-ce que c'est Anthony qui a raison en disant bon ben voilà, lui c'est un artiste et c'est pas son taf? Toute la question est là. Moi, je dirais que les deux ont raison. Oui, je sais que tu vas dire c'est un peu facile, Nicolas, mais écoute ce que j'ai à te dire. Premièrement, c'est certain que
tout chef que tu es, tout artiste que tu es, tu dois t'intéresser aux choses. Je pense que là, dans la configuration qu'on est en train de vivre, Mehdi ne s'est pas intéressé à la présentation qui allait être faite. Il leur a fait confiance. C'est bien de faire confiance, mais avant un élément aussi important, tu peux leur dire « Montrez-moi ce que vous avez préparé, révisons un peu ». Bon, peut-être qu'ils l'ont fait. Peut-être que ce qui a été dit pendant la révision a convenu aux 3 parties. En tout cas, en ce qui me concerne, je sais que c'est à ce moment-là que mon niveau d'exigence aurait été au maximum, quitte à dire « Je ne veux pas passer aujourd'hui parce qu'on n'est pas prêt, on repassera un peu plus tard, faites-nous passer en dernier où je me serais préparé, j'aurais trouvé une solution par rapport à mon niveau de préparation. » C'est ce que je veux dire. Deuxièmement, je trouve qu'Anthony a aussi raison parce que quand tu prends des associés pour justement venir, je dirais, compenser tes défauts comptables, tes défauts au niveau des chiffres, tes défauts au niveau juridique, au niveau de l'organisation générale. Si tu prends des personnes pour ça et qui ne font pas leur taf, mais effectivement, tu as de quoi être en colère. Maintenant, je vais quand même le dire, je considère que même si Anthony a raison de les engueuler, c'est quand même au chef d'engueuler les personnes avec qui il travaille, ses associés, pour la prestation qui a été fournie. Donc, je t'ai dit les deux, mais en réalité, je suis quand même un peu plus d'accord avec Jean-Pierre. Et en réalité, je pense que comme tout ce qui vient d'être dit, le fond du problème, c'est qu'on a une société qui veut grossir trop vite, trop tôt, qui n'est pas préparée et qui en plus a une fâcheuse tendance à être bordélique, ce qui n'est pas rassurant pour les investisseurs. Je pense que, et je vais quand même te le dire, parce que ça existe et je veux que tu le saches, il existe des cabinets indépendants qui sont spécialisés, alors ça coûte de l'argent, dans l'organisation, la réorganisation et même tout le travail en amont nécessaire pour la préparation à une vente. Parce que ça, on ne le sait pas assez et on pourrait croire que en fait, c'est un travail de fourmi qui est forcément fait en interne à coup de prestataires extérieurs qui viennent donner main forte à des équipes déjà présentes, mais pas du tout. Il y a des cabinets indépendants qui ont la spécialité, la spécificité de préparer ton entreprise à une levée de fonds au niveau comptable, au niveau des papiers et même au niveau de l'organisation en interne, en structurant la boîte pour pas attirer confiance, ce n'est pas le terme, mais pour en tout cas l'habiller conformément aux attentes de ceux qui vont investir. Et il existe exactement la même chose pour la vente. Comment je sais ça ? Eh bien, tout simplement parce que je l'ai déjà vécu et que je sais qu'on peut rhabiller sa société de sorte qu'elle puisse être soit rachetée, soit accueillir un investisseur et qu'en fait, les documents qu'on va fournir, les documents qui seront produits seront en adéquation à ce que vont attendre les personnes qui vont vouloir mettre de l'argent ou les personnes qui veulent racheter les parts. Donc, si tu es là et que tu veux toi aussi faire rentrer des investisseurs dans ta boîte ou toi aussi vendre ton entreprise, il ne faut pas que tu hésites à investir dans ces prestataires extérieurs pour permettre à ton entreprise de produire ces chiffres, pour que tu t'en imprègnes et pour qu'après, quand tu vas présenter ta société, tu ne te retrouves pas dans cette situation. Parce que c'est très dommage. Ça peut même être pris comme une prestation externe, je dirais sporadique, exceptionnelle, pour justement l'émission, pour arriver avec des chiffres et des documents qui auraient permis, comme l'a très justement dit Anthony, à ce que les investisseurs mettent de leur argent et que ce moment change la vie des fondateurs. C'est très dommage de ne pas mettre toutes les chances de ton côté dans une situation X ou Y pour atteindre l'objectif. Et ça nous amène au dernier élément ici qui est très important, c'est forcément l'argent, parce que pour prendre ces sociétés-là, il faut payer. Ben oui, il faut payer parfois, savoir sortir de l'argent pour obtenir le résultat que l'on veut. Ici, s'il avait payé une entreprise extérieure pour faire ses documents, ça lui aurait coûté de l'argent, certes, peut-être qu'il n'a pas, certes, mais il aurait fait l'avance. Et cette société lui fait des documents. Et la société, au terme de son intervention exceptionnelle, dit aux 3 associés, voilà, en fait, je pense que vous pouvez demander peut-être 800 000 euros, et pas 50 000 euros, mais 80. Et la mission de l'entreprise a coûté même 5 000 euros. On va imaginer des chiffres hypothétiques. Mais ça valait le coup d'investir 5 000 euros dans la boîte si derrière ta levée de fonds, elle allait jusqu'à 80 000 euros. Donc, je te donne des images. Mes chiffres sont complètement absurdes et je ne les ai pas construit sur un raisonnement logique. J'essaye juste de te dire que parfois, on investit de l'argent pour en gagner plus. Et combien de fois je le vois dans l'immobilier, combien de fois de gens qui veulent tirer le maximum de leur maison sans ne jamais mettre un sou, sous réserve que soi-disant ils n'ont pas d'argent. Mais en fait, c'est un très mauvais calcul. Il faut savoir mettre de l'argent dans ses projets si on veut en tirer un maximum. Et parfois, ça vaut le coup d'investir de l'argent pour avoir plus d'argent. Rappelle-t'en. Alors, Kelly n'avait pas conclu, donc peut-être que... Donc,
Je ne vais pas vous accompagner en tant qu'investisseur, mais par contre, je veux bien vous accompagner en tant que mentor. Ok. Merci. Je vais vous présenter un consultant qui a été spécialisé sur l'ouverture des salons de coiffure et sur les franchises et qui s'y connaît extrêmement bien sur le monde des barbiers et des franchises de barbiers. J'ai envoyé un message et j'essaierai vraiment de vous soutenir du mieux que je peux. Voilà ce que je peux faire pour vous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allez, bon courage. Merci Allez, beaucoup. Allez, les mecs. Merci à vous. Salut les gars. Au revoir, on se voit à Marseille. Allez, au revoir. Salut, Mehdi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Violence. Là, ils sont arrivés au casse-pipe. Là. Et encore, on a été gentils. Hein. Ouais. Ça part dans tous Le les mec, sens. il fait un étage de l'immeuble et il dit, je monte un immeuble de 200 étages. Et le premier étage, il est en travaux, mais il n'y Voilà. a rien Et qui tu tient. dis comment tu fais? Il dit bah, il y a D'abord, 2 gars là, regarde, j'ai trouvé 2 gars. Il dit, il y a 2 gars, ils vont tenir chacun à côté du mur. C'est dur, hein. Ouais, mais C'est dur, hein. ils ont compris qu'on manquait de structuration. J'ai l'impression vraiment d'avoir pris des coups, mais vraiment, genre physiquement. Et ils ont C'est raison. normal, Ils ont mais raison. c'est Il faut juste normal. repartir. C'est rien du tout. C'était une étape. C'est normal, c'est... Ouais, c'est ça. Il faut 1 million d'échecs pour avoir une victoire. Avec du recul, bon, on a bien compris les conseils des investisseurs et on ressortira de cette expérience plus fort, je pense. Même si j'ai été touché par les investisseurs, je dois avancer, je dois continuer. Ça fait 28 ans que je travaille, ils m'ont demandé d'avancer encore, de travailler encore. Ah ben, je vais travailler encore. On va rentrer à Marseille, toucher, mais pas couler. C'est amusant parce qu'ils ont vécu ça de manière violente, ils disent qu'ils ont pris des coups et à l'opposé, les investisseurs ont dit on a été soft. C'est drôle, tu vois, le décalage entre les deux et la violence pour les deux parties. D'un côté, la violence de voir autant de peu de préparation et de l'autre côté, la violence d'avoir la sensation de s'être préparé et d'avoir reçu en retour finalement son manque de préparation. Ça veut dire, encore une fois, qu'on ne travaille jamais assez. Il faut vraiment beaucoup bosser pour avoir de gros résultats. Ça te montre que déjà, c'est pas impossible. Parce que quand tu vois d'où est parti Mehdi, c'est quand même, ça doit, cette émission, te montrer que tout est possible. Tu peux vraiment faire des choses exceptionnelles, même en partant de très loin. Et il en est la preuve vivante. Mais si tu veux aller très loin, c'est-à-dire à l'opposé, il va falloir vraiment envoyer du lourd. Et comme je le dis à chaque fois, la réussite maximale que tu veux atteindre, elle est proportionnelle à l'argent que tu as au départ. Donc si tu n'as pas d'argent, ce qui est le cas de la plupart des gens, y compris de moi-même, la violence effectivement avec laquelle tu vas devoir mettre de l'énergie dans la machine va être aussi élevée que le niveau auquel tu vas vouloir te rendre. Et comme l'a dit Marc, si tu vas aller au 200e étage, tu as intérêt de faire des fondations extrêmement solides, ce qu'il n'avait pas. On va maintenant s'arrêter sur le cas de Kelly, qui a choisi de les accompagner en tant que mentor et qui, sans savoir ce que j'allais dire, a déjà parlé d'une personne spécialisée dans les franchises. Donc là aussi, bon, bien évidemment, je connais tout à fait ce genre d'intervenant aussi extérieur, c'est-à-dire que tu peux très bien prendre une personne qui est spécialisée dans le fait de monter des franchises pour transformer ta société en potentielle franchise afin d'intégrer des franchisés, ce qui va te permettre de te développer. Donc c'est aussi une possibilité qui est identique à celle que j'évoquais tout à l'heure pour les intervenants extérieurs qui viennent pour cleaner ta boîte et pour que tu puisses fournir des chiffres afin de recevoir des investisseurs et ou vendre potentiellement ton entreprise. Donc tout ça, ça existe. Bien évidemment, comme ça a été dit dans l'émission, si tu pars sur une franchise, ça veut dire que la maison mère, elle va devoir être plus que carrée. Ça va devoir être vraiment le point central de représentation, l'effet miroir sur lequel vont se calquer tous les autres. Et donc, tu vas devoir créer vraiment un concept très différent de ce qui peut exister aujourd'hui. Et surtout, et c'est là que ça va devenir hyper intéressant, elle a dit qu'elle allait les accompagner. Donc moi, je pense, et je vais quand même te donner mon opinion par rapport à ce que j'ai vu, je pense qu'elle a tenu parole. Je pense qu'elle a tenu parole parce qu'il est temps maintenant que je t'explique ce que j'ai trouvé lorsque j'ai fait des recherches sur le barbier de Marseille. Et ce que j'ai trouvé est quand même assez intéressant. J'ai trouvé donc une personne qui a créé une société mère et cette société mère a créé derrière deux autres sociétés qui s'appellent le 91 et le 92, donc avec en dessous des parenthèses avec écrit le barbier de Marseille. Donc à mon avis, je pense qu'il y a réellement eu un début de franchise qui a été fait à la suite des conseils qu'ils ont pu recevoir. Et je pense malheureusement que ça n'a pas fonctionné, en tout cas
pas comme ils l'auraient souhaité. Je pense aussi, et je tiens à le préciser, que ce n'est pas de leur fait parce que construire une franchise, c'est un métier encore différent des 2 métiers qu'ils sont venus nous proposer. Et ça sera le point de la fin, la chute de cette émission. Regarde, ils sont venus avec des produits cosmétiques de vente en ligne, comme leur a dit Kelly. C'est un métier à part entière, c'est-à-dire avoir un site de vente en ligne qui vend des produits de cosmétiques en France, ça c'est un métier. Donc ça déjà, c'est une activité à part entière. Ensuite, on a notre fondateur, Mehdi, qui lui a un salon de coiffure, qui est aussi barbier, à faire tourner. Ça, c'est aussi une activité. Donc, l'air de rien comme ça, ils ont 2 activités. Mais attends, ce n'est pas terminé. Il y en a une 3e qui s'ajoute. Ils veulent devenir une franchise. Et franchiser des magasins, franchiser des personnes pour qu'elles ouvrent des stores à l'effigie de ta marque, c'est aussi un métier. Donc là, on a 3 associés qui veulent à eux 3 construire 3 sociétés. Sauf qu'ils se présentent et aucune de ces 3 sociétés ne peut dire qu'elle fonctionne puisque, regarde, en moyenne, la règle, c'est 150 000 € par personne. Donc, ça veut dire qu'on a 3 personnes qui viennent et qui nous ont déclaré faire entre 300 et 350 000 €. Les chiffres ne sont pas bons puisque pour pouvoir vivre correctement sur une société à 3, il faut au moins faire 450 à 500 000 €. Ce qui veut dire que déjà, quand tu connais les grands chiffres, et ça, les chiffres que je te donne, ils ont quelques années. Aujourd'hui, on est plutôt à 200 000 €. 3 x 2, 6. L'idéal, ça serait d'avoir une boîte qui fasse entre 550 et 600 000 €. Et là, à 3, tu peux en vivre. Et là, à 3, tu peux te dire, ok, chacun son rôle, chacun son poste. Quel était le rôle de chacune de ces 2 personnes? Un directeur financier pour un salon de coiffure? Ça me paraît un peu ridicule. Je pense qu'ils étaient associés sur le développement futur de l'activité, que Mehdi continue à posséder son salon de coiffure, qu'il veut développer, c'est tout à son honneur, sauf que la difficulté, c'est la manière dont il s'associe. Encore une fois, je n'ai pas tous les détails et je ne veux pas prétendre connaître toutes les réponses aux questions. Ce que j'essaye simplement de te dire, c'est que fais très attention à la façon dont tu te structures et fais très attention à la manière dont tu t'organises en interne. Parce que si tu veux développer ton entreprise, d'abord, ça demande beaucoup plus de chiffres que ce que tu peux l'imaginer. Parce que plus il y a de personnes, plus il faut faire d'argent. Ensuite, la deuxième difficulté, et pas des moindres, c'est qu'il faut que chacune des personnes qui travaillent avec toi ait un salaire. Et c'est pas fini parce que personne n'en a parlé. Il faut que les 3 personnes se payent, mais il faut que la boîte, elle fasse des bénéfices derrière. Parce que si tu as 3 personnes qui arrivent à se payer, mais que la boîte, elle fait 0, il se resserre comment en dividende l'investisseur? Ça, personne ne t'en parle jamais dans Qui veut être mon associé. C'est pourtant extrêmement important. Que ton entreprise gagne de l'argent pour payer des salaires et faire un peu de résultats, c'est bien, mais ce n'est pas du tout suffisant. Il faut que l'entreprise, elle gagne de l'argent, elle paye les salaires de tout le monde, elle fasse suffisamment de bénéfices pour réinvestir, parce qu'il faut réinvestir chaque année, pour sortir des dividendes, parce qu'il faut sortir des dividendes pour les investisseurs qui sont rentrés, et idéalement, générer de la trésorerie pour assumer les coûts et les frais de fonctionnement. Donc vraiment, je veux quand même le dire à la fin de cette émission, les gars, une entreprise, c'est un vrai gros taf. Oui, et je m'en cacherai jamais. Je continuerai toujours à dire que c'est le vecteur d'enrichissement le plus puissant au monde, le plus rapide au monde, le plus efficace au monde, etc., etc. Mais l'effort pour arriver au seuil de rentabilité, pour la plupart des gens qui n'ont pas d'argent comme je n'en avais pas au départ, il est colossal. Il est colossal, tu n'imagines pas. Et en plus, en France, quand tu connais le niveau de fiscalité qu'il y a en face, crois-moi, c'est tout sauf facile. Mais ce n'est pas du tout impossible, c'est largement réalisable. Et si tu t'organises correctement, tu peux entreprendre sereinement et gagner de l'argent. Je ne veux pas que tu crois que je fais cette émission pour te casser du sucre sur le dos. Je fais cette émission pour te mettre face à la réalité. Une réalité qui n'est quand même pas aussi facile que ce qu'on veut bien le croire. On est tout le temps là à dire il faut taxer les riches, il faut taxer les grosses entreprises. Mais avant de devenir une très grosse entreprise, il y a du chemin. Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Et je te souhaite d'être l'élu. C'est pour ça d'ailleurs que mes méthodes fonctionnent, parce que mes méthodes te permettent de prendre des risques tout en étant serein. Et ça a un prix, ça a une valeur. Et crois-moi, c'est très confortable. Bon bref, si tu veux savoir comment je fonctionne, tu vas sur immobiliercompagnie.com, il y a toutes les ressources nécessaires. Ou alors tu as mes livres, tu vas sur Amazon, la Fnac, tu tapes riche, tu as Devenir riche sans argent qui apparaît. Ou Crise financière, tu as mon livre qui apparaît. Enfin bref, je ne suis pas inquiet. Si tu te mets à chercher,
tu vas trouver. Merci d'avoir écouté cette émission que j'ai pris grand plaisir à faire sur ce format-là. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!